Maggie, c'est après la reprise de Maybe en 2013 que vous revenez cette fois au Festival de Montpellier Danse avec votre 49e création, Beat, et après Singspiel, donc on a pu voir cette saison au théâtre La Vignette. Dans Beat, et son nom l'indique, on entend beat, battement, pulsation. Il y a d'abord cette question du rythme, celle qui est donnée par la musique techno, obsédante, omniprésente, composée par votre collaborateur Charlie Aubry. Cette bande-son composée de matières sonores, de nappes, de rythmes, a accompagné et rejoint un travail chorégraphique exécuté d'abord par les danseurs sur le tempo sec du métronome. Peut-on parler dans cette pièce d'une poétique du rythme ou d'une politique du rythme ? Oui, on peut parler des deux. C'est proche. La question est toujours de savoir qu'est-ce que le rythme en fait. Le rythme, c'est tout sauf quelque chose de martelé. C'est quelque chose qui est constamment en mouvement et qui joue entre les différents éléments, que ce soit des êtres humains ou des couleurs. Dans ce sens, quand il s'agit des êtres humains, il s'agit de composer en fait avec d'autres. Dans ce sens, il y a à la fois de la politique, comment faire pour ne pas être attiré au point de se fondre dans un mouvement de masse. Donc dans ce sens-là, c'est politique. Et comment composer aussi avec ces différences de rythme, comment composer aussi quelque chose de musical. Alors on retrouve dans cette pièce des bribes de danse populaire comme la sardane catalane par exemple, ou le sirtaki, des danses dont Franz Schott-Billmann, dans son livre que j'ai amené d'ailleurs, qui est un livre magnifique, Le besoin de danser, dit qu'elles sont impossibles à enfermer dans des formes académiques, mais qu'elles sont justement l'expression d'un besoin de lien social, d'une fabrique de l'en commun, parce qu'elles sont reliées, complètement reliées à l'extérieur, à l'altérité. Elles s'adressent au corps tout d'abord, hein, un corps qui est appelé à danser, qui est appelé à rentrer dans le rythme par la musique et qui se trouve pris dans les forces entraînantes qui sont celles du groupe. Mais c'est aussi une forme de résistance, et je pense par exemple à la sardane catalane qui a été interdite pendant le franquisme. Alors ces danses populaires, vernaculaires, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui ? Ben, elles nous redisent peut-être, elles réactivent en réalité la dépendance que nous avons les uns des autres, une forme de fraternité aussi, qui dans le monde aujourd'hui est de plus en plus malmenée. Oui, pour moi, tout en ne formatant pas, en fait. C'est-à-dire que ces danses ont cette chose que chacun peut la faire sans être obligé de la faire comme tout le monde, en fait. Il y a toujours l'individu est toujours très présent dans ces danses, et à la fois, il y a quelque chose qui est commun et qui donc se partage sans se fondre. Voilà, c'est ça aussi que je trouve de fort dans ces danses-là. Et justement, ce retour au folklore, à un mouvement qui est un mouvement à la fois de groupe, mais qui est aussi l'expression d'une liberté, parce que ces danses ont une force en tant que telles. Elles sont aussi une façon de s'identifier à un groupe, mais aussi de dire, de porter son identité. Comment vous les articulez à l'intérieur de votre propos contemporain ? Comment ces deux choses peuvent se répondre ? D'abord, cette danse que les danseurs font dans Beat, c'est une danse impure.
C'est-à-dire, ce n'est ni de la sardane, ni du sirtaki. C'est une chose qui est faite de morceaux, de plein de choses. Parce que dans le folklore aussi, il y a quelque chose du national qui peut être aussi redoutable. Bien sûr, le XXe siècle a donné des exemples Voilà. de grands groupes, de grandes danses d'ensemble où tout le monde est forcé de marcher à la Voilà. même cadence et au même pas. Donc, cette danse, elle est impure. C'est une danse qui s'inspire de quelque chose de populaire, mais à la fois qui appartient à différentes cultures. Donc, c'est bâtard, quoi, je dirais. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et le fait que aussi, justement, que ce soit que ça n'appartienne pas à une danse spécifique folklorique. Pour moi, ce qui était important, c'était que, en fait, cette histoire de danse collective, dont soit qui est prise par quelque chose de très très identitaire, soit qui se défait totalement dans les danses, dans la techno justement, où on danse quand même ensemble, mais tout à fait seul. C'est comme un pont en fait entre quelque chose qui me semble très important, c'est de danser ensemble, mais à la fois qui ne soit pas forcément, qui ne soit pas identitaire, mais qui soit plutôt nous sommes de la même espèce et nous dansons, enfin quelque chose comme ça. Oui, alors la ronde, la farandole, qui appelle justement à ces moments d'unisson dans le groupe comme un grand corps, c'est des moments qui sont des moments de synchronie, mais à l'intérieur de ces moments, vous cherchez justement aussi à ce que l'individu soit décalé. Vos danseurs sont à contretemps, ils sont parfois isolés, on voit le groupe qui se forme puis qui se délite à nouveau. Et on s'interroge justement sur cette question de l'être ensemble, c'est-à-dire est-ce que c'est l'individu qui prend la décision ou est-ce que c'est le collectif? Et je me suis demandé si en ces temps justement de crise, la communion dans la représentation, elle peut justement nous permettre de penser cette question de l'être ensemble. J'aime pas le mot communion. Mm-hmm. Celui de communauté, alors on va lui préférer celui de communauté. Je préfère commun. Ou de commun, Encore. de l'en commun. De l'en commun. C'est toujours, c'est là que la politique joue, c'est dans l'antre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on articule suffisamment de points qui sont communs pour pouvoir construire des choses ensemble, danser ensemble, tout en gardant en fait ce regard critique sur et sa propre pensée sur les choses, pour pouvoir à des moments alerter les autres d'une direction, donc c'est tout cet entre, pour moi c'est là que la politique se joue. Et dans la danse en particulier, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on fait le même pas de danse qu'on est je veux dire totalement nié comme personne. Et c'est pas parce qu'on fait tout différent qu'on est aussi existant dans un contexte social. Donc c'est toutes ces questions-là en fait qui ont été travaillées dans cette pièce. Et c'était fou de se rendre compte que quand même la nature humaine est de suivre le plus grand nombre. Oui, comment ça s'est passé pratiquement dans le travail? Vous expliquez que par moments, les danseurs ont eu beaucoup de mal à résister en fait à la force de la musique et qu'il fallait qu'ils travaillent avec des oreillettes pour pouvoir aussi, à l'intérieur de cette force, trouver le contre-courant, s'opposer. Oui, tout à fait, oui, oui. On a travaillé avec d'abord sans oreillettes pour voir quelle était notre résistance au plus fort en fait, à ce qui s'entend le plus.
Et de fait, on a constaté qu'on était très faible par rapport à ça. Petit à petit, on se coule dans quelque chose qui est plus simple. En fait, c'est très très dur de rester à côté, à moins de devenir fou, quoi. Et donc, on a été obligé de passer par les oreillettes pour arriver à maintenir quelque chose qui soit commun, qui se combine en fait avec l'individualité autre, la sienne et celle de l'autre, pour arriver à combiner quelque chose qui est à la fois individuel, mais à la fois qui se compose avec les différences des autres. Et là, on peut avoir tout à coup, mais c'est très compliqué, hein, on peut avoir tout à coup quelque chose qui se construit communément parce qu'il y a une forte écoute de son propre rythme et une forte écoute de comment il s'inscrit dans le rythme général, en fait, avec les différences de chacun. Voilà, donc c'était ça le gros travail. Alors, souvent, vos pièces sont évidemment s'élaborent avec vos collaborateurs, qu'ils soient des danseurs, des musiciens, des acteurs, scénographes ou costumiers. Mais on sait aussi que le travail chez vous s'appuie souvent sur des lectures. Et au fil de vos pièces, c'est pas simplement Beckett dans Maybe ou Lucrèce dans Turba, mais aussi des lectures philosophiques. Et on retrouve dans vos sources d'inspiration des philosophes tels que Hannah Arendt ou Giorgio Agamben, Robert Antelme dans Singspiel par exemple, ou Jean-Luc Nancy. Quels sont les textes qui ont nourri le travail sur Vite, s'il y en a eu? Beaucoup de textes sur le rythme, justement. Henri Maldinet, par exemple. Et aussi Paul Sauvanet, qui a écrit 2 tomes. Alors, je ne vais pas me rappeler. Rythme Analyse, où il analyse justement le rythme sous différents angles, sous l'éthique, sous la politique du rythme, enfin sous différentes aspects qui pour moi en fait ont été très importants parce que je pense vraiment que le rythme est primordial, comme dirait mon professeur Fernand Chirène. Le rythme souverain, primordial et souverain, je crois, c'est son bouquin comme ça. Donc, c'est souvent ces questions-là, en fait, en matière de politique, mais aussi en matière d'art, qui sont premières, ces questions. Ouais. On sait que l'exigence critique, justement, c'est quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de votre travail, que le politique est au cœur même de la création. Mais est-ce que c'est aussi par ce biais, par le biais de la création, que vous invitez le spectateur à s'en mêler, lui aussi? C'est-à-dire, quelle est sa part? Vous l'invitez aussi à sa propre part de réflexion? Toujours laisser un espace, c'est aussi du rythme, en fait. C'est toujours laisser un espace de jeu entre ce qui est présenté sur le plateau et celui qui regarde, de façon à ce qu'il y ait une marge, d'interprétation, d'émotion. C'est pas quelque chose que c'est un travail intellectuel, certes, mais je pense qu'il est par après. Je pense que quand même le premier impact doit être quelque chose de comment dire, du bouleversement ou pas de l'émotion forcément, mais d'un déplacement, voilà, d'un déplacement, de quelque chose qui cherche, voilà, qui n'est pas à un certain endroit, mais qui cherche à capter des forces, voilà. Donc de l'importance aussi de laisser du jeu entre pour que ça puisse advenir pour le spectateur. C'est-à-dire voilà, qu'il soit convoqué lui aussi dans son propre espace. À trouver son espace, peut-être pas dans l'immédiateté du spectacle, mais par après aussi. Peut-être qu'au moment du spectacle, c'est quelque chose qui est plutôt... ça peut être dérangeant ou ça peut être fatigant.
Mais par après, je pense que c'est toujours après, en fait, que les choses se déposent et qu'on peut dire ah oui, j'ai saisi quelque chose, quoi, ou pas, en fait. Alors, en 2015, vous êtes revenu vous installer à Sainte-Foy-les-Lyons dans votre ancienne menuiserie acquise à la fin des années 90 pour y fabriquer l'économie très particulière de Ramdam. Ramdam, aujourd'hui, depuis 2015, est un centre de création. C'est le lieu permanent de votre équipe, mais c'est aussi un centre d'art, un lieu d'expérience. Quels sont les courants et les forces qui traversent cet espace et comment aujourd'hui elles vous poussent à continuer de produire? Pour exactement les mêmes raisons que celles que je viens de décrire, c'est-à-dire comment fabriquer du commun sans que ce soit quelque chose qui soit imposé ou avec autorité ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une expérience politique, philosophique et aussi et très pratique aussi. C'est une mise en pratique, en fait, dans un quotidien, dans l'utilisation d'un lieu, dans la réception des autres dans ce lieu. Comment est-ce qu'on articule en fait les désirs de chacun, parce qu'il y a toujours des désirs individuels de chacun, mais à la fois qui est quelque chose qui soit tout le temps au travail en fait. Et pour ça, Ramdam est un lieu vraiment de frottement, parce qu'il y a des artistes qui viennent y travailler, donc il y a sans arrêt des étudiants qui viennent en formation. Et donc, il y a toujours des questions, en fait, de comment on fait, en fait. Rien n'est établi d'avance. Il faut, au fur et à mesure qu'on avance, sortir des pierres et avancer doucement sur un chemin qui est celui quand même j'allais dire d'un partage, oui. De quelque chose qui soit... maintenant, ce mot est tellement galvaudé qu'on ne sait plus exactement ce qu'il veut dire, mais d'un partage politique, je dirais, voilà. C'est pas une œuvre humanitaire, c'est pas ce partage-là, c'est pas moral, c'est juste que c'est passionnant, voilà. Donc oui, ce lieu est vraiment un lieu de pensée, voilà, de penser sur l'art et de ce que l'art fait à la société, de ce que politiquement les choses peuvent comment les choses peuvent être articulées aujourd'hui entre des gens qui font, enfin nous tous, et des gens dont le métier, ou en tout cas l'activité, est celle de l'art. Et comment on peut retrouver, en fait, se poser des questions ensemble sur notre façon de vivre, notre façon d'envisager les choses. Voilà, c'est tout ça. Oui, alors on sait qu'on est dans des temps qui sont difficiles pour la culture, hein, et où il y a beaucoup de réductions, des annulations de festivals, des théâtres qui ferment. Et puis il y a des lieux de résistance comme la Fonderie au Mans, par exemple. Et puis Ramdam, comment vous vous positionnez par rapport depuis ces lieux-là, depuis votre lieu? Faire du possible, en fait. Rendre du possible là où ça s'amenuise, là où ça s'arrête, là où on voit que des choix politiques sont faits qui ne favorisent pas justement et les questions et l'art en général, je dirais, parce que voilà, les artistes sont quand même bien mis à mal. Bien lutter, en fait, résister et essayer de rendre possible par la fraternité, encore une fois, fraternité politique avec des lieux comme la Fonderie et d'autres, en créant des possibles, créant des espaces de temps et pour donner
cet espace à des choses qui sont en train de disparaître ou qu'on veut faire disparaître. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dans l'assistance? Oui, bonjour. Vous avez pas mal développé au début la question donc, des danses folkloriques sous l'angle, disons, communautaire, de l'en commun, etc., etc. En même temps, au vu du nombre assez impressionnant d'artistes chorégraphiques qui actuellement se tournent vers ce patrimoine, enfin cette réserve, je dirais, de gestes. Il y a eu plusieurs pièces travaillant de manière d'ailleurs très diverse les unes des autres, mais enfin plusieurs pièces travaillant de ce côté-là. Donc, au vu de ce mouvement actuel, je me demandais aussi ce qui peut s'activer là de sous-jacent, véritablement dans l'écriture du geste même, dans les énergies, alors j'aime pas du tout le mot de fondamental, parce qu'il peut vite aussi dériver de ce côté-là, mais quand même, qu'est-ce qui se cherche peut-être en termes vraiment d'écriture du geste en tant que tel, et de ce côté-là. Voyez-vous? Je vais essayer de voir, oui. C'est une question importante, oui. D'abord, je crois que s'il y a un mouvement vers ça, c'est que quelque chose a manqué. Quelque chose a manqué durant toutes ces années où on est passé, disons, d'une chose assez militaire, disons, en danse, hein, je parle, voilà, à un travail basé sur beaucoup très individuel, en fait. Il y a une sorte d'émancipation de l'individu où le groupe, finalement, était assez mal perçu. Voilà. Et donc, et c'était nécessaire, je pense, de passer par là. Je pense qu'il y a aussi, il y a eu un manque de ce partage, de cette façon de se mettre ensemble et d'avoir le plaisir de se mettre à bouger ensemble. Il y a des pays où les choses sont restées encore très, très vivantes, on danse. Et il y a des pays, en France par exemple, où ça s'est perdu. C'est en train de revenir, évidemment, mais ça s'est beaucoup perdu. Donc, comme si tout d'un coup, danser, c'était quelque chose qui appartenait à des professionnels. Et que moi, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup questionné, cette chose-là. Qu'est-ce qu'on fait des autres corps, en fait, dans les compagnies de danse classique, dans les compagnies de danse contemporaine? Qu'est-ce qu'on fait des autres corps? Et la danse contemporaine a ouvert beaucoup de choses, déjà sur des professionnels qui n'avaient pas un corps standard, disons, de danseurs. Donc ça a été un premier pas. Mais ensuite, comment est-ce qu'on travaille pour que la danse soit pas quelque chose... Pas beaucoup de gens aiment la danse, en fait. Il y a peu de gens qui aiment la danse, vraiment. Alors, c'est des questions qu'on doit se poser quand même. Donc, quelque chose manque, en fait, de cette transmission. Comment c'est possible que dans des festivals où la danse folklorique, justement, est tellement présente, ça bouge je ne sais combien de milliers de personnes, et comment on n'arrive pas à susciter, en fait, ce plaisir de la danse par la danse contemporaine. Donc, ce sont des questions, ça. Donc, par rapport à je ne suis pas en train de répondre exactement à la question que tu poses, mais je crois que, enfin, je ne sais pas comment dire, je crois que la question du sol est très importante. Le saut et le sol, en fait, la gravité. Voilà. Et donc,
peut-être qu'on a oublié beaucoup ça. Et ça, c'est des questions de rythme aussi. Puisque pour qu'il y ait rythme, en fait, il faut qu'il y ait un boom et un et. Donc ça doit, c'est cette chose-là qui fait, qui est primordiale en fait. Il faut qu'il y ait un rebond, oui, c'est ça. Oui. Mais tout à l'heure, vous avez aussi formulé le mot de danse impure, c'est-à-dire de quelque chose qui ne serait pas justement normé, dans lequel il y aurait encore une spontanéité du geste. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire par impur? Pardon, vous pouvez reposer. Oui, parce que vous avez parlé justement de cette articulation dont parle Gérard à propos de qu'est-ce qu'on vient chercher aussi dans le folklorique. Et c'est vrai qu'on voit en ce moment, on fait ce constat qu'un certain nombre de chorégraphes contemporains font appel à des danses qui sont des danses vernaculaires et qu'ils n'y viennent pas chercher la même chose, mais ils viennent peut-être y chercher une qualité de geste qui est plus. Alors, impur, je n'ai pas le mot, c'est pas le mot juste, mais quelque chose qui serait plus spontané ou plus. Je pense réinventer, tout simplement. Oui. Oui, réinventer. Mais enfin, on réinvente pas totalement, quoi. On s'appuie aussi sur ce qui. C'est pour ça que je parlais du sol et du saut et du rebond, parce que ça, c'est dans la danse, ça me semble être vraiment un fondamental. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hein? Je veux dire, en fait, ce que je crois aussi, c'est que il y a une espèce de dichotomie, disons, entre le fait que la danse appartient à chaque être humain, à chaque individu. Chaque individu de 90 à 3 ans danse et peut danser. Et que ça, c'est précieux, en fait, de garder cette capacité. Mais c'est comme le chant, c'est la même chose, en fait. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, peu de gens chantent parce que je chante faux. Il y a des normes de danse et il y a des normes de chant. Donc, on n'ose pas, en fait, se lancer comme ça en chantant faux ou en dansant comme un idiot, enfin, tout ça. Mais c'est absolument une force humaine, ces choses-là. Et donc, il y a cette dichotomie entre cette capacité de l'être humain à chanter, à danser, à faire de la musique, à taper sur n'importe quoi, et le monde de la danse, le monde du spectacle, le monde professionnel. Il y a une sorte de difficulté là qui me semble vraiment à penser, en fait. Et ça n'a rien à voir avec, comment dire, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas à voir avec, enfin, des gens peuvent danser très très bien et c'est pas de l'art. Et des gens peuvent danser très très mal et c'est de l'art. Donc voilà, ces questions-là sont intéressantes. Enfin, très mal. Quand je dis mal et bien, je me réfère à ce qui est bien et ce qui est mal, quoi. Mais je ne devrais pas parler comme ça. Comment définiriez-vous ce qu'est l'art, justement? Oui, peut-être, oui. Mais pour moi, en fait, le lieu de l'art, c'est le lieu de la mise en forme, de questionnement. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et parce que c'est d'invention, mise en forme, invention de forme à partir de questionnement.
Et ces questionnements sont très importants pour nous, en général. Voilà, je dirais ça. C'est un peu incomplet, mais... Merci beaucoup, merci Maggie de nous Merci à avoir vous. accordé ce temps.